très ravie de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue sur Sika. Voici pour commencer le sommaire. L'économie gabonaise reprend des couleurs après une longue traversée du désert. Elle devrait atteindre une croissance de 2,7 à 3% en 2018. L'Égypte est à nouveau attendue sur le marché financier. Le pays entend émettre des titres avant le 1er juillet 2018. Enfin, 6 Africains figurent cette année dans le top 10 des milliardaires noirs les plus riches au monde. Vous l'aurez compris, le Gabon devrait connaître en cette année 2018 une croissance économique nettement supérieure à celle enregistrée l'année dernière. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, cette croissance devrait osciller entre 2,7 et 3%. Cette bonne performance sera portée entre autres par la hausse du prix du baril du pétrole. L'économie gabonaise devrait renouer avec la croissance en 2018. C'est ce que soutiennent les experts de la Banque des États de l'Afrique centrale qui prédisent que la croissance du pays devrait osciller cette année entre 2,7% et 3%. Une prévision en hausse par rapport aux résultats enregistrés en 2017 et qui se base essentiellement sur la hausse du prix du baril de pétrole et la confiance retrouvée des investisseurs suite au règlement de la dette intérieure du pays. Ainsi, après une longue traversée du désert, l'économie devrait reprendre des couleurs. En effet, en 2016, le pays avait enregistré une croissance de 2,1% avant de marquer en 2017 un net repli, obligeant ainsi les autorités gabonaises à mettre sur pied en janvier 2017 un plan de relance économique avec l'appui de la Banque africaine de développement et du Fonds monétaire international. Objectif visé, donner un nouveau souffle à l'économie gabonaise en gérant les insuffisances budgétaires et macroéconomiques. Autant de dispositions qui devraient permettre au pays de diversifier et de transformer son économie tout en renouant avec la croissance de cette année 2018. Fiscale qui va commencer le 1er juillet prochain, l'Égypte compte émettre des obligations dont la valeur globale est comprise entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Ceci à travers 4 banques basées en Europe. Cette nouvelle émission d'obligations devrait permettre à ce pays de financer son déficit budgétaire et aussi de renforcer ses réserves de change. Il faut dire qu'entre novembre 2016 et aujourd'hui, l'Égypte a déjà levé environ 11 milliards de dollars grâce notamment aux obligations internationales dans le cadre de la stratégie nationale de libéralisation des changes. Au cours de l'exercice budgétaire 2018-2019, l'Égypte envisage d'émettre entre 3 et 5 milliards de dollars. L'Algérie va accueillir le mois prochain ses assises nationales de l'agriculture. Dans cette perspective, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a initié des consultations avec les opérateurs agricoles du pays. Il est aussi prévu l'organisation d'au moins 9 ateliers sur l'évolution du foncier, des ressources hydriques, de la valorisation des produits agricoles et aussi l'agroalimentaire, sans oublier la formation et l'innovation. Les participants à ces ateliers sont issus de quasiment toutes les filières du secteur agricole et des activités connexes, notamment les investisseurs, les exploitants, les chercheurs, les chambres de commerce et associations professionnelles, sans oublier les représentants des départements ministériels concernés. Intéressons-nous maintenant au top 10 mondial des milliardaires noirs en 2018. Selon le classement rendu public par le magazine américain Forbes, 6 Africains figurent dans ce top 10. On les découvre dans ce reportage signé Joël Yetongi.
Avec une fortune estimée à 14,1 milliards de dollars, le Nigérian Aliko Dangote reste l'homme noir le plus riche au monde. Il est talonné par son compatriote Mike Edenuga, dont la fortune s'élève à 5,3 milliards de dollars. Sur la troisième marche du podium à l'échelle africaine, on retrouve la première femme du classement. Il s'agit d'Isabelle Dos Santos avec 2,6 milliards de dollars. Cette fille de l'esprit angolais José Eduardo Dos Santos se positionne par ailleurs à la 5e position à l'échelle mondiale, derrière les Américains Robert Smith et Oprah Winfrey. Vient ensuite au 4e rang continental et 6e rang mondial le Sud-Africain Patrice Motsepe, patron de la firme d'investissement African Rainbow Capital avec une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars. Il est suivi par la Nigériane Folorunso Alakuja qui possède une fortune de 1,7 milliard de dollars. Le Maya des télécommunications et philanthrope zimbabwéen Steve Machiiwa fait quant à lui pour la première fois son entrée dans le club des milliardaires noirs. Avec une fortune estimée à 1,39 milliard de dollars, il devient la première personne de ce pays d'Afrique australe à posséder une fortune à 10 chiffres et se classe au 6e rang en Afrique et à la 9e place à l'échelle mondiale. Enfin, le milliardaire britannique d'origine soudanaise Mohamed Ibrahim ferme le top 10 des noirs les plus riches au monde avec 1,18 milliard de dollars. Notons que le milliardaire saoudien né en Éthiopie Mohamed Al-Amoudi, dont la fortune s'élevait à 8,4 milliards de dollars en 2017, ne figure pas dans ce classement. Le magazine Forbes n'ayant pas pu évaluer la fortune des milliardaires saoudiens dont plusieurs sont visés par une opération anticorruption lancée par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Direction maintenant le Cameroun. Nous irons avec notre chroniqueur Casimir Pédio que nous allons retrouver dans un instant. Nous irons donc au Cameroun pour faire le point de la filière anacarde en ces 10 dernières années. Casimir Pédio, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Ainsi donc, après la volonté politique des années 1970, que sont devenus les 10 hectares d'anacardiers du Nord Cameroun? Il faut dire, au compteur, on n'a plus trouvé donc ces anacardiers. Cette plantation a disparu. Le Cameroun n'a donc pas donné, n'a pas poursuivi, donc la volonté politique n'a pas donné priorité à la filière anacarde pour véritablement accroître ses revenus. Le Cameroun a donc mis sous boisseau cette filière-là à l'orée donc des années 2000 et 2010. On n'a plus retrouvé donc ces anacardiers, mais aujourd'hui, le Cameroun est en train de reprendre progressivement donc la culture de cette plante-là parce qu'aujourd'hui, 3 bonnes raisons justifient le retour de cette plante au niveau du Cameroun. La première raison, c'est que c'est une plante tropicale qui se développe beaucoup plus dans la zone tropicale de l'Afrique, donc subsaharienne. La deuxième raison, c'est que la zone réservée aujourd'hui pour la plantation, à savoir la zone septentrionale du Cameroun, est une zone menacée par les 7 Boko Haram et donc le pays, les gouvernants veulent récupérer donc cette zone-là des mains donc des djihadistes. Et la troisième raison, c'est que en campagne contre la zone désertique et donc pour le reboisement, le Cameroun a décidé donc de sélectionner l'anacardier pour véritablement lutter contre l'évasion du désert au niveau donc du pays. Donc voilà les 3 raisons fondamentales qui justifient aujourd'hui la reprise de cette culture-là. Et au-delà de ces 3 raison-là, il n'y a que l'économique pourra tirer bon profit donc de cette plante parce que c'est une plante qui donne beaucoup de fruits, qui donne beaucoup donc de devises au trésor public. Et je crois que le Cameroun a fait le bon choix en allant donc choisir l'anacardier pour véritablement lutter contre ces 3 fléaux-là. Alors, Casimir Pédio, très récemment, on a annoncé la Société de développement du coton qui devrait reprendre en main justement cette filière. Où en est-elle exactement aujourd'hui ? Alors, il faut dire, Inès, fort de ces 250 donc, agriculteurs gérés depuis donc, plusieurs décennies, cette société-là, à savoir la Sodé Coton, veut s'engager désormais à renouveler donc, la confiance au niveau des producteurs d'anacarde. Et où en est-on exactement aujourd'hui? Depuis 2010,
2017, cette société a envisagé la création, sinon la mise sous terre d'environ 100 000 plants pour le début. Et donc, le début, c'est cette année 2018 où il y a environ 50 000 hectares qui ont été identifiés pour recevoir donc les jeunes plants d'anacadier. Il faut aussi dire que ce sont des jeunes plants de type amélioré qui forcément ne seront pas comme les anciens plants qui font environ 10 à 15 ans avant de commencer par germer, avant de commencer par porter des fruits. Aujourd'hui, c'est des plants de 5 ans au plus de maturité qui véritablement vont révolutionner donc le secteur de la production d'anacade, la plantation et aussi la commercialisation. Il faut également dire que cette société envisage donc de donner une plus-value donc à l'économie du Cameroun à travers donc la transformation. Mais avant, c'est la jeunesse donc du Cameroun qui également va trouver son compte en allant donc planter donc l'anacadier. Et voilà un peu la révolution confiée donc à cette société qui, il faut le dire, a quand même de l'expérience en ce qui concerne donc l'agriculture, en ce qui concerne la promotion de certains produits tels que le maïs, tels que le soja, qui par le passé ont déjà fait la gloire donc de l'économie du Cameroun. Aujourd'hui, l'anacadier s'implante désormais comme une culture donc de reprise de l'économie au niveau du pays. Et je crois que la société que vous venez de citer, la Sodeco, la Sodecoton, voilà, la Sodecoton pourra donc relever ce défi qui, il faut le dire, tient à cœur les autorités de ce pays-là. Vous l'avez évoqué, Kazmik Pedjo, la question de la transformation qui représente encore un gros défi, non seulement au Cameroun, mais dans toute la sous-région ouest-africaine, en Afrique centrale, en Afrique en général, j'allais dire aussi. Alors, comment est-ce que le Cameroun compte faire face à ce volet-là? Déjà que les plants vont être cultivés, est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs, là? Ça paraît un peu comme la charrue avant les bœufs, mais le Cameroun déjà a commis l'expertise donc de la Côte d'Ivoire, a commis également l'expertise du Bénin et du Ghana pour véritablement arriver à bout. Il faut déjà dire que le Cameroun a pris les taureaux par les cornes et donc en pensant déjà plantation, en pensant déjà agriculture donc de l'anacadier, a déjà penser à la transformation agro-business, à penser à l'agro-business donc de ce produit-là. Et désormais, le Cameroun ne va pas exporter à 100% donc son brut de cajou. Le Cameroun va transformer donc le produit sur place. Le Cameroun, selon donc le document cadre qui donc vient préciser donc le projet, le Cameroun pourra donc transformer à 100% donc sa production. Et d'ailleurs, le pays envisage donc d'amener le pion aux pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, qui, il faut le dire, peinent toujours à transformer ce produit-là. En tout cas, selon les experts camerounais, le cajou camerounais n'ira donc pas inonder les usines au niveau des États-Unis, qui, il faut le dire, avec sa production de 5% aujourd'hui, arrive quand même à transformer environ 255% donc de la production mondiale. Ça pose un véritable problème et il va falloir ici que l'Afrique puisse se ressaisir. Vous l'avez dit tantôt, l'Afrique doit pouvoir transformer donc ses produits avant d'envoyer ça sur le marché international. Et je crois que le Cameroun est en train de se lancer ce défi-là. Et déjà qu'on appelle à l'expertise donc des Vietnamiens et également des Asiatiques pour véritablement installer les infrastructures industrielles pouvant permettre un jour donc au Cameroun de venir à bout de la noix de cajou véritablement pour l'industrialisation et surtout pour la main-d'œuvre bon marché qu'on pourra y retrouver. Et comment justifier que le Cameroun soit absent à ce jour du Conseil international consultatif du cajou alors que le pays ambitionne tant de choses dans cette filière? C'est vrai, Inès, il faut dire que lorsque ce conseil a été mis sur pied, le Cameroun n'était pas encore un pays producteur donc, du cajou et donc le Cameroun a été absent, contrairement donc, à la Côte d'Ivoire qui tient donc, la tête donc, de cette association, de ce conseil-là. Le Cameroun n'est pas donc membre et selon les autorités d'ici à là, les mesures adéquates sont en train d'être prises pour véritablement inscrire le Cameroun au rang donc, des pays membres de ce conseil pour véritablement faire profiter le
pays des avantages et surtout des investissements dans le secteur, parce qu'il n'y a que 5 pays aujourd'hui qui bénéficient encore du financement au niveau de l'Afrique, parce qu'ils sont organisés, ils sont structurés, et je crois que le Cameroun ira vers cette structuration pour véritablement faire développer sa filière. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à ce pays. Merci à vous, Kazimik Pédior, d'être donc venu nous parler de la filière anacarde au Cameroun. Rendez-vous demain avec vous? Bien sûr, avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, mais restez sur CIPAC, nos programmes continuent.